J'ai juste un doute sur l'enregistrement. Normalement, c'est bon. OK. C'est bon. Alors. Bien, donc je vous propose de démarrer. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Catherine Wachot, je travaille à GRDF à la direction biométhane et je vais vous faire part en quelques mots du contexte dans lequel on a souhaité organiser cette session. En fait, on a demandé à Solagro il y a quelques temps d'essayer de nous proposer une analyse à l'aune des nouveaux mécanismes tarifaires sur injection de biométhane qui arrivent. Donc de nous proposer une analyse pour mieux comprendre finalement quels étaient les nouveaux leviers techniques et financiers qui seraient utiles demain pour aider à monter ces projets dans le cadre de ce nouveau contexte. Donc Jérémy Priarolo vous présentera la démarche, les résultats, les analyses issues de cette étude. Et ce qui est intéressant également, et je le précise tout de suite, parmi les leviers identifiés par Solagro, il y a un certain nombre de leviers techniques dont Jérémy vous parlera. Et en fait, finalement, ces leviers techniques, on a souhaité les faire challenger par un groupe d'experts du sujet. Alors, je vais essayer de les citer et de ne pas les oublier. Donc, on avait, à l'initiative de Solagro, sollicité CH4 Process, CapWest Assurance, ACE, l'AILE, Serre France, Vertigo ENR, Metaconsult et Utilities Performance. Donc voilà, vous verrez ces leviers qui vous seront présentés ont fait l'objet d'échanges, de croisements de regards et de visions. Et en fait, ce qu'on voulait également préciser, et Jérémy y reviendra également, c'est que tous les leviers identifiés ne sont pas évidemment applicables à tous les projets. Nous, on considère vraiment ça comme une checklist, une boîte à outils qui peuvent permettre à des porteurs de projets, à des bureaux d'études, à des constructeurs, on va dire, de se poser d'autres questions et peut-être de challenger leur vision et de se dire finalement, au regard de mon projet et de la typologie de mon projet, quel type de levier je vais aller pouvoir chercher, travailler, challenger pour, on va dire, optimiser ma rentabilité et essayer de faire en sorte que mon projet d'injection soit rentable et performant. Voilà, donc je précise bien, c'est une vision à un moment donné, une boîte à outils, et on se dit qu'effectivement, au fil de l'eau, tout ça devrait être enrichi, challengé et forcément retravaillé. En termes d'organisation, ce que je vous propose effectivement, comme on est très nombreux, c'est de ne pas hésiter à poser vos questions dans le chat, qu'on essaiera de prendre au fil de l'eau. Moi, je vais surveiller le temps, le timing. Donc, Jérémy va présenter l'étude et les travaux qui ont été faits. Et puis, on a souhaité aussi solliciter un producteur pour avoir aussi une vision et un regard un peu croisé opérationnel terrain par rapport aux préconisations et aux recommandations qu'on va évoquer aujourd'hui. Donc, on aura ce temps d'échange et puis on va essayer d'arriver dans le timing prévu à 12 heures. Donc, on est, je crois, quasiment 150. Ça fait du monde. En tout cas, merci. Donc, n'hésitez pas, je vous dis, à utiliser le chat pour les questions, à lever la main au fil de l'eau. Et puis, on va s'organiser pour pouvoir prendre au mieux vos réactions et piloter les échanges. Jérémy, je te laisse prendre la main, puisque finalement, c'est ça qui intéresse tout le monde. Merci Catherine. Bonjour à tous. Donc, ravi de vous retrouver pour échanger sur ce sujet vraiment crucial de l'optimisation des projets de méthanisation en lien avec les nouveaux contextes que vous connaissez peut-être les uns les autres. On va peut-être juste rappeler en préambule pour justifier un peu qu'est-ce qui nous mène aujourd'hui dans cette étude et ce webinaire. C'est notamment la parution des tarifs d'achat fin novembre 2020 qui a impacté fortement la rentabilité des unités de méthanisation en réduisant le chiffre d'affaires des installations et donc dégradant par là même la rentabilité de ces projets. Cette diminution
diminution s'est inscrite dans une baisse aussi qu'on observe depuis plusieurs années, une baisse tendancielle des aides à l'investissement, et plus récemment la modification des prescriptions réglementaires qui est venue surenchérir encore le budget d'investissement. Donc on a un contexte voilà, qui amène à se poser des questions sur la manière dont on peut trouver des leviers techniques, financiers pour quelque part retrouver des projets finançables par les banques. Et donc c'est dans ce contexte-là que l'étude a été lancée, qu'on a menée avec GRDF, puis avec l'appui de différents experts. Alors pour pouvoir apprécier donc ces différents leviers, on a travaillé au moyen de différents cas types qu'on va vous présenter, et ensuite on va travailler au sein de ce webinaire différents leviers d'optimisation technique, économique, pour in fine synthétiser finalement quelles pourraient être des combinaisons de leviers à activer pour retrouver des projets intéressants au niveau de la filière française. Alors, si j'avance, donc ces cas types finalement ont été construits sur la base de projets réels pour avoir des données de terrain en matière de ration, d'investissement, de charges et de recettes. On a construit 6 cas types et on a simulé finalement ces différents leviers sur ces cas de base en se plaçant dans l'hypothèse des nouveaux tarifs d'achat biométhane et en supposant une signature en 2023 pour tenir compte déjà de la baisse aussi tendancielle des tarifs d'achat trimestre après trimestre. On a par contre homogénéisé les cas de base pour avoir le même modèle de financement, pour avoir au moins quelque chose de comparable, avec donc en base aucune subvention, un taux de fonds propres à hauteur de 7%, et ensuite un emprunt bancaire sur 13 ans, un taux de 1,8%. Ce qui n'est pas forcément intéressant en soi, ce n'est pas forcément les chiffres, mais c'est une manière d'avoir une homogénéité entre ces différents cas types. Donc voici les 6 cas types qui ont été construits pour tenter d'illustrer, de refléter la diversité de la méthanisation dite à la française, avec des débits injectés qui vont de 80 à 250 normomètres cubeurs. Donc entre des plus petits ou des plus importants projets, des rations assez diversifiées, à l'image notamment des scénarios 3, 5 et 6, et notamment l'intégration de biodéchets dans le scénario 6, alors que les autres rations sont plutôt agricoles végétales. On a un projet aussi 100% CIV qui est le cas type 4. Et on a également souhaité tester différentes technologies, que ce soit liquide ou solide, dans le scénario 5, une voie solide continue. Et donc sur le sujet financier, vous avez en bas du tableau les CAPEX et les EBE de ces différents cas types, qui sont autant donc de projets réels, on vous le rappelle, et on peut retenir quelque part que dans cette analyse économique, seul le cas type 5 finalement, le scénario 5, serait a priori finançable sans subvention et sans avoir à activer de levier, avec un TRI projet qui approche les 8%. Pour tous les autres scénarios, il est bien entendu crucial de s'interroger sur des optimisations à identifier pour améliorer le TRI projet. Donc je pense, Catherine, qu'on pourra diffuser le diaporama après la présentation pour que chacun puisse revenir un peu à loisir sur les différents chiffres. On va... Ouais. Alors du coup, Jérémy, je pense que comme il y a une première question, on va la prendre tout de suite. Oui. Plusieurs questions qui me disent bonjour, quels organismes bancaires acceptent un taux de fonds propres à hauteur de 7%. Je te très bien, excuse-moi. Donc tu disais quel organisme bancaire quels organismes bancaires acceptent un taux de fonds propres à hauteur de 7%? Ouais, on a des approches aujourd'hui très diversifiées au niveau des montages bancaires, bien sûr, avec une approche au cas par cas qui tient compte notamment des fonds propres apportés et des fonds propres apportés par les cofinanceurs que sont ADEME Région et l'Europe. Et donc on a des projets encore dans le sud-ouest qui sont financés même avec des fois 5% de fonds propres. Ça peut monter à 10, ça peut monter à 15. L'important, c'est pas forcément de s'arrêter à l'instant T sur ce taux et de discuter à loisir sur le niveau qu'on donne, mais bien de se dire que les différents cas types ont été homogénéisés pour pas venir perturber l'analyse économique sur la question du plan de financement. Effectivement, vous savez qu'on a une très grande diversité encore de l'accès aux subventions sur le territoire français, avec des régions sur lesquelles on peut encore avoir des niveaux de subventions autour de 20-25%, d'autres où il n'y a plus de subventions depuis déjà bien longtemps, et donc forcément l'approche de financement va être à chaque fois sur mesure en tenant compte de la solidité du projet et puis de cet accès ou pas à des aides à l'investissement. Alors, pour
avancer sur ces leviers d'optimisation. Alors pour optimiser l'économie d'un projet de méthanisation, on a travaillé sur différents leviers avec un choix qui a été de ne pas avoir de rupture technologique. On est sur des leviers qu'on doit pouvoir activer dès à présent. Et pour au choix, alors diminuer les investissements, donc ce qu'on appelle les CAPEX, diminuer les charges, qu'on appelle OPEX, et augmenter les recettes. Donc c'est les trois axes qu'on s'est donnés. Donc sur le volet diminution du CAPEX, on peut imaginer donc optimiser le dimensionnement du projet. On peut imaginer délocaliser toute ou partie du stockage de digesta, et on peut appeler à une standardisation de la filière et aux procédures d'achat groupé dont on reparlera pour optimiser les investissements. Sur le volet diminution des charges, on peut imaginer travailler sur le coût d'achat des cives en lien avec les contextes agricoles locaux. On peut mettre en place des toitures solaires photovoltaïques pour autoconsommer une partie d'énergie électrique et être plus résilient sur ce poste-là. Et sur le volet augmentation des recettes, on peut imaginer récupérer le biogaz résiduel sur la fosse de stockage de digesta. On peut améliorer l'isolation des digesteurs pour limiter les consommations énergétiques. On peut travailler sur la valorisation, notamment économique, du digesta, là aussi au cas par cas. On peut imaginer trouver des débouchés pour le bio-CO2 produit lors de l'épuration du gaz. Et bien entendu, travailler sur l'exploitation des sites, son amélioration pour avoir des installations plus performantes. Donc on va passer en revue une sélection de ces leviers pour conserver aussi du temps ensuite pour le témoignage d'Aloïse Klein et puis bien sûr garder du temps aussi pour toutes les questions-réponses. Donc Catherine, je compte sur toi. Oui. Juste, la question en fait n'a pas totalement convaincu. En fait, je pense que peut-être juste préciser que l'hypothèse de taux d'endettement est la même aussi et n'est pas de 93%. Enfin, l'hypothèse de taux d'endettement a été limitée, je ne sais plus combien c'est, si c'est 70 ou 80% maximum qui a été pris. La question derrière les fonds propres, je pense qu'elle était celle-ci, vu qu'effectivement l'hypothèse de subvention, tu l'affiches à 0 et du coup, s'il n'y a que 7% de fonds propres, du coup, le reste... Voilà, effectivement, effectivement, tout à fait, c'est exactement ça. Donc on va voir que sur les projets, les seuls leviers ne permettent pas de retrouver systématiquement des rentabilités suffisantes. On va voir notamment sur les projets les plus petits du panel où il faut à la fois recourir donc à ces fonds propres, soit les augmenter par le recours à du cofinancement, soit aller chercher des aides à l'investissement si elles sont accessibles. Effectivement, on ne peut pas imaginer avoir un projet avec 93% de dette bancaire. Pardon si je me suis mal exprimé, oui. Tout à fait. Alors, donc si on passe en revue ces différents leviers, on peut commencer par les leviers les plus facilement accessibles selon nous, à savoir l'amélioration de l'isolation des digesteurs, qui est une action efficace qui consiste à investir dans une surisolation qui peut intervenir au niveau des voiles béton en passant par exemple à 16 cm d'épaisseur, et elle peut intervenir également au niveau des gazomètres qui surmontent les digesteurs pour limiter les pertes de chaleur par le toit. Et ce faisant, le niveau d'autoconsommation thermique peut diminuer, ce qui entraîne mécaniquement une augmentation des recettes générées. Et donc éviter d'aller sur les images que vous voyez de caméra ici qui montrent les déperditions qu'on peut avoir sur un digesteur moins bien isolé. Alors, on va vous présenter pour les différents leviers à chaque fois l'impact financier de chaque levier sur les différents cas types. Donc vous retrouvez les 6 cas types ici qu'on a ici symbolisés, donc 80 m3 120, le 200 m3 effluent, le 200 m3 100% cive, le 250 m3 qui est en voie solide continue et le 150 m3 qui recourt à des biodéchets. Vous avez les 6 cas types et à chaque fois vous avez les investissements de base, l'investissement optimisé, les OPEX de base, OPEX optimisés, donc les augmentations ou diminutions CAPEX et recettes. Et en dessous, vous avez l'évolution des indicateurs financiers, que ce soit le taux de rentabilité interne, le TRI, ou le DSCR. Alors pour rappel, le DSCR, qui est peut-être un taux des fois un peu moins connu, donc on parle de taux de couverture de la dette, et il se calcule en divisant en numérateur l'excédent brut d'exploitation, donc diminué de l'impôt sur les sociétés, donc EBE moins IS, et qui est divisé par l'annuité de remboursement d'emprunt au dénominateur. Et donc c'est un indicateur qui permet de savoir si une entreprise a la capacité de produire une marge d'exploitation suffisante pour couvrir ses annuités d'emprunt. Donc un taux de couverture de la dette de 130%, qui est un taux communément admis comme cible, signifie que le
projet, quelque part, peut voir ses charges ou ses recettes dériver de 30 points et continuer malgré tout à pouvoir rembourser la dette bancaire. Donc ça apporte une sécurité quelque part sur à la fois le résultat qui est dégagé et la capacité à rembourser l'emprunt. Donc sur le cas précis de l'isolation des digesteurs et des voiles, en l'occurrence, on est sur un temps de retour de ce levier qui est relativement court puisqu'il est de 4-5 ans. Donc le rapport entre le surcoût CAPEX et le gain en recettes, 4-5 ans. Pour autant, on voit bien que le DSCR n'est amélioré que de 0,1 à 0,3 points, ce qui est bien loin d'être suffisant pour retrouver le DSCR cible d'au moins 130%. Donc il s'agit d'un levier qui, pour nous, pourrait être activé désormais en base pour construire et concevoir des installations qui soient plus sobres en énergie thermique, sans trop surenchérir le CAPEX. Mais c'est bien sûr pas un levier suffisant, loin s'en faut. On a regardé également l'isolation des gazomètres, et donc là c'est la même chose, hein. On a un temps de retour qu'on retrouve autour de 4-5 ans, qui est un peu plus intense en termes de CAPEX, une amélioration qui est déjà un peu plus significative du DSCR, puisque là on est plus 0,7 à jusqu'à plus 1,3 points sur ce taux de couverture de la dette. Donc on est sur une amélioration plus significative, mais encore loin d'être suffisante. Donc poursuivons le tour d'horizon pour voir les autres leviers. Alors un autre levier d'optimisation des recettes peut passer par la couverture de la fosse de stockage du digestat pour valoriser le biogaz résiduel, et donc améliorer ainsi le bilan environnemental, énergétique et financier du projet, tout en satisfaisant l'obligation de couverture imposée suite à la révision des prescriptions réglementaires récemment. Donc d'où on a mis un petit symbole d'installation classée, puisque on a ici à la fois un levier d'optimisation du projet, mais qui permet également de satisfaire les nouvelles contraintes qui sont apparues avec la modification des prescriptions. Pour évaluer le gain financier, on est parti ici sur la récupération de 5% de gaz supplémentaire. Alors c'est aussi critiquable, hein, comme les hypothèses qu'on a pu poser, ça peut être des fois peut-être 2-3%, ça peut être des fois un peu plus que 5% suivant le temps de séjour qui est appliqué. Donc on a posé cette hypothèse médiane pour calculer le temps de retour de ce levier. Et donc, comme l'a dit Catherine, hein, ne prenez pas tous les chiffres qui vous sont présentés comme une vérité absolue, bien entendu. Tout ça demande d'être affiné projet par projet, mais on vous donne au moins des occasions de réflexion et de pistes sur les projets que vous accompagnez ou vous expertisez. Donc ce levier, on l'a appliqué sur 4 des 6 scénarios, car les projets 2 et 3, là, les 120 et 200 CIV, étaient déjà en base pourvus de gazomètres sur le stockage du digestat. Donc on n'a pas testé chez eux. Et donc l'analyse financière permet d'appréhender 2 cas de figure. Le cas du scénario 200 effluent, où finalement on a une dégradation du projet pour la raison suivante, c'est que l'exploitant avait choisi en base de mettre en place une séparation de phase avec un stockage de digestat liquide. Et donc ici on a simulé le fait de supprimer la presse à vis pour avoir un digestat brut à stocker, qui puisse donc justifier une couverture à l'aide d'un gazomètre, puisque les retours d'expérience nous enseignent qu'il reste trop peu de biogaz résiduel dans le digestat liquide pour justifier la pose d'un gazomètre. Et donc on voit bien que dans ce cas de figure-là, on n'a pas un intérêt financier à revenir sur la gestion du digestat pour intégrer un gazomètre. Par contre, dans les autres cas de figure, où c'est un digestat brut qui est à stocker, ce levier s'avère assez puissant, puisqu'il permet un gain de 5 à 8 points sur le taux de couverture de la dette, le DSCR. Et donc il s'agit d'un levier intéressant à actionner sur les projets qui ont prévu de gérer du digestat brut, mais il faut bien sûr pas prévoir une augmentation du CAPEX associé d'environ 200 000 €, ce qui a pour effet mécanique d'augmenter les fonds propres. Donc on reviendra plus tard sur cette question du renforcement des fonds propres, qui est un sujet important. Et donc à noter également, on l'a mis en dessous de la diapo, que la transcription dans le droit français de la directive européenne qu'on appelle RED 2 imposera très certainement l'activation de ce levier pour les projets de plus de 19,5 GWh par an et qui traitent peu de déjection animale. Tout ça pour avoir une empreinte gaz à effet de serre qui soit optimisée. Alors, on poursuit notre tour d'horizon avec ici un levier d'optimisation des charges d'exploitation dont vous avez certainement entendu parler. Il s'agit ici de la mise en place d'une toiture solaire photovoltaïque avec autoconsommation de l'énergie électrique produite.
Donc cette possibilité, en fait, elle est offerte notamment au projet biométhane, en fait, puisqu'il compte un épurateur dont la consommation d'énergie électrique est à la fois importante et stable dans le temps, ce qui offre un débouché pour l'électricité solaire. Donc, ce qui nous semble intéressant à analyser. Donc, on a testé donc le déploiement d'une toiture solaire sur les différents cas types, qui s'accompagne d'une augmentation du CAPEX de plus 100 000 à plus 200 000 euros suivant les cas, puisque dans certains cas, les cas types, notamment 120 et 250, comptaient déjà un bâtiment de stockage d'intrants, donc on a compté juste le surcoût de la toiture solaire. Et quand on analyse l'impact de ce levier sur les indicateurs financiers, vous observez assez vite que la mise en place du bâtiment photovoltaïque n'améliore pas le bilan financier. Ce n'est pas un levier en soi d'optimisation. Par contre, il finance quand même le coût du bâtiment ici supposé de 700 mètres carrés environ, pour arriver à 100 kW crête, tout en apportant une maîtrise d'une partie du coût d'achat de l'énergie électrique consommée. Une autonomie d'environ 20% sur un 100 kW crête et 35% si on se projetait sur un 250 kW crête. Donc on est sur un levier qui permet d'amortir le coût de ce bâtiment-là, dans un contexte également où les nouvelles prescriptions réglementaires, vous l'avez sans doute vu passer, imposent désormais la couverture des intrants, hormis un cas particulier dont on reparlera, et du digestat solide. Donc là, on est dans un levier qui permet, à l'image du gazomètre sur la fosse de digestat, de satisfaire également les prescriptions réglementaires nouvellement parues. J'ai pas de vision sur les questions, donc n'hésitez pas à m'interrompre. Avec Catherine ? Non, c'est bon ? Si, il y avait une question. Une question que je prends. Comment sont calculés les impacts sur les TRI projets en DBS versus TRI projet avant optimisation, je pense. Peut-on avoir une idée des TRI projets de base avant optimisation? Oui. Donc du coup, les TRI projets sont calculés avant-après, et donc en l'occurrence sur le cas d'espèce, on recalcule le TRI en compte tenu de l'amélioration des charges qui sont en gros diminuées de 10 000 euros. Donc en fait, ça permet de dégager plus de cash flow année après année, et donc de dégager plus d'argent, mais on ramène ça à l'investissement initial qui a lui aussi été surenchéri. Et donc, c'est la mise en relation entre ces cash flows générés en plus grâce au levier avec le surcoût d'investissement qui permet de voir l'impact sur le taux de rentabilité interne du projet avant taxe et impôt. Donc, il sera tout à fait possible, si c'est pas là, c'est une erreur, mais de vous remettre tous les TRI projets avant en fait activation des leviers et après pour avoir une vision globale. Marine qui a mené l'étude avec moi, là, qui est présente autour de table. D'accord. Donc ça y est, dans les premières diapos, pardon, on me dit dans l'oreillette que c'est présent dans les premiers. Je pense que c'est. Voilà. Ouais. C'était présent ici, on y est passé assez vite. Donc en bas de diapo, vous voyez ici les TRI projets avant subvention, avant activation des leviers. Donc un TRI négatif dans le cas type 1, 4,3, 4,7, 2,5, 7,8 et 5,4%. Et puis, il y avait une question toujours simple sur le photovoltaïque. Sur quelle base vous êtes parti, nord de la France, sud de la France? On est parti sur une vision médiane. Là aussi, on n'a pas fait un choix ni chauvin du sud-ouest ni parisien. On est parti sur une productivité aujourd'hui moyenne du photovoltaïque, effectivement. Donc là, on peut imaginer qu'il y aura des tendances différentes suivant le positionnement de l'installation, effectivement. Donc là, c'est vraiment des tendances qui sont données. On n'est pas dans une approche qui est fine de niveau APS, quoi. Ok, je te propose de continuer. Allez, ça marche. Donc, si on poursuit le tour d'horizon, donc on ne peut pas exclure, à notre sens, le sujet du juste dimensionnement des méthaniseurs. Alors, c'est peut-être l'un des leviers qui interpelle le plus. Hein. Donc là aussi, prenez vraiment tout ce qu'on vous partage comme des pistes de réflexion et encore pas une fois des voies à suivre sans aucune remise en cause. Donc ce juste dimensionnement des méthaniseurs, il peut passer par une diminution du temps de séjour appliqué. Alors on a posé l'hypothèse de ne pas surtout passer sous la barre des 70 jours qui nous semble être un minimum sur la base des rations françaises. Et on peut en parallèle optimiser la charge organique pour essayer de concevoir des digesteurs qui soient adaptés à la ration.
jusqu'à aller, peut-être dans certains cas, sur les projets les plus petits, sur une conception de type monodigesteur, qu'on voyait souvent sur les projets en cogénération avant 2014, avant l'injection. Et donc peut-être revenir sur ces conceptions monodigesteurs, en tout cas voir l'impact sur l'économie des projets si on retravaille le dimensionnement des projets. Alors, le fait de baisser le temps de séjour et d'augmenter la charge organique permet, c'est du bon sens, de limiter les volumes de digestion. Donc cette limitation des volumes permet également de limiter en cascade de différents équipements, notamment les agitateurs, et donc d'optimiser de manière très intense l'économie du projet en termes d'investissement. On n'a pas appliqué cette optimisation sur le cas type 5 parce que vous vous souvenez que c'est une voie solide discontinue, et les temps de séjour et les charges appliquées sont déjà très optimisés. Par contre, sur les voies liquides, on a testé ce levier et donc on se rend compte qu'il y a un effet économique sur DSR qui, dans certains cas, peut être très puissant avec des installations plus restreintes, donc moins d'évolutivité également. Mais donc il y a un deuil à faire sur ce sujet-là. Par contre, des indicateurs financiers qui se trouvent largement bonifiés. On a testé également le passage en monodigesteur, alors uniquement sur les cas types les plus petits, de 80 à 150 m3, car au-delà, un consensus quand même se dégage sur le fait que les cuves deviennent trop grosses pour permettre une agitation efficiente du mélange. Donc ce passage en monodigesteur se traduit nécessairement par une diminution très importante du CAPEX et un gain qui est intéressant là aussi sur les indicateurs financiers TRI, DSCR. Et selon nous, c'est là où on est sur des leviers qui peuvent se combiner de manière assez avantageuse, puisqu'en l'occurrence, on pourrait combiner ce levier monodigesteur sur les projets les plus petits avec la pose d'un gazomètre sur la fosse de stockage du digestat brut pour compenser la perte de souplesse engendrée par le recours à un unique ouvrage de digestion et puis aussi prolonger le temps de séjour dans l'ouvrage de stockage qui serait surmonté d'un gazomètre pour récupérer le biogaz résiduel, in fine. Donc là, on a peut-être aussi des démarches en synergie à mener avec ces différents leviers. Alors Jérémy, on va faire une petite pause parce qu'il y a des questions. Je te les transmets. Première question, quelle charge organique avez-vous appliquée sur la taille des digesteurs? Alors, en base, alors là sur l'optimisation, on s'est interdit de passer sous la barre des 5 kg de matière organique par mètre cube par jour, qui était vraiment le seuil pour nous maximal. Donc sur chaque projet, on a confronté le dimensionnement des digesteurs permis sur la base de la charge organique avec la question du temps de séjour de 70 jours, et on a pris le paramètre le plus dimensionnant pour caler à chaque fois les volumes de digestion. Et donc en base, on était à 3 kg de matière organique. Ça dépendait des sites, parce que encore une fois, c'était cas réel. Donc, il y avait des dimensionnements qui n'étaient pas exactement tous sur le même dimensionnement, mais on peut retenir une moyenne autour de 2,5 à 3,5 kg. Et après, alors attends, j'ai une question, Nicolas. Alors attends, ça j'ai pas vu. Moins 1020 kg sur CAPEX en projet 4, juste en diminuant les ouvrages. Point d'interrogation. Oui, alors ça, là aussi, c'est le fait de partir de cas réels, c'est qu'il y a certains projets, certains process qu'on ne citera pas, étaient largement surdimensionnés en fait. Quand on prend le cas de base de ce projet, le retour terrain, en fait, on est sur des installations très surdimensionnées avec des temps de séjour qui avoisinaient les 150 jours, voire plus de temps de séjour. Et donc forcément, quand sur ces projets-là, on retravaille le dimensionnement pour être au plus proche du besoin exprimé par la ration, on a des effets CAPEX qui sont considérables. Très élevé, parce que ça renvoie aussi à une diversité d'approches du volume de digestion suivant les acteurs présents sur le territoire français. Alors on a une question aussi sur le temps de séjour, donc moins de temps de séjour, est-ce que ça n'implique pas une matière qui ne va pas être totalement digérée et donc des dégagements d'odeur au niveau des digestats? Alors là aussi, c'est surtout pas l'idée dans le contexte actuel et de remettre en cause la désodorisation du digestat. L'efficacité, en fait, là aussi on a des retours quand même de beaucoup de labos qui nous montrent que les cinétiques de dégradation permettent en 70 jours, hormis cas particulier de fumée très sec, équin ou autre, d'exprimer quand même l'essentiel du pouvoir méthanogène. Et donc en couplant encore une fois cette conception, peut-être avec un temps de séjour plus court, mais une couverture gazomètre sur la fosse de stockage,
les échanges avec les experts et autres labos nous montrent qu'on peut arriver à un bon compromis pour exprimer peut-être 95% du pouvoir méthanogène, et avoir un bon compromis technico-financier sans dégrader, là encore une fois, le bilan environnemental des projets. C'est surtout pas l'idée. Et puis, on a un commentaire d'un participant qui nous dit « Notre société, en 2005, a commencé à utiliser d'un seul digesteur pour des raisons d'optimisation de CAPEX, mais a abandonné après 2010. Le commentaire, c'est qu'il est plus efficace et économique d'avoir 2 étapes. En cas de problème biologique, le redémarrage est plus rapide avec 2 digesteurs, apparemment. D'accord. Oui, non, mais c'est certain. Bon, c'est vraiment le levier le plus clivant, hein, même au niveau des experts qu'on a pu mobiliser. Tout le monde n'était surtout pas d'une vision partagée. Donc, encore une fois, on n'est surtout pas dans la prétention d'affirmer que c'est la solution. L'idée, encore une fois, d'avoir un digestat en conditions anaérobies, c'était de pouvoir prévoir, par exemple, en cas de curage du digesteur, de pouvoir jouer sur le transfert de digestat depuis la fosse pour réensemencer rapidement le digesteur et repartir rapidement en production. C'est pour ça que c'est intéressant pour nous de coupler ces différents leviers. Mais il est clair que si on part sur un unique fourrage de digestion, c'est que la ration s'y prête, qu'on n'est pas sur des changements fréquents de ration avec des matières qui peuvent réagir rapidement et qu'on maîtrise moins. Ça exige aussi un suivi technique biologique qui soit plus précis, peut-être encore plus rapproché. Donc c'est certainement pas une solution universelle. Mais dans le cas de rations agricole avec une cinétique maîtrisée plutôt moyen-long terme et avec des stockages qui soient couverts de gazomètres, ça peut être pour nous une porte de sortie, en tout cas pour permettre à des projets de petite taille, hein, les 80-100 mètres cubeurs, là, qui sont les plus concernés quand même par la dégradation générale de l'économie des projets, de retrouver une forme de rentabilité. Mais ça passera pas sans une montée en compétences des exploitants et un suivi vraiment rapproché, c'est certain. Ok, merci. Je pense qu'on peut continuer. Allez. Alors justement, ça fait le lien avec un levier qui est le plus dur à qualifier, mais qui est pourtant, à notre avis, un des leviers les plus puissants, c'est cette question de l'amélioration de l'exploitation des méthaniseurs qui recouvre une diversité d'actions à mettre en œuvre pour, au global, améliorer la disponibilité des équipements, limiter les maintenances curatives et donc, au global, maximiser les recettes. Donc, cette amélioration de l'exploitation qui est déjà à l'œuvre, hein, sur la filière avec beaucoup de formations mises en place par l'AMF et autres, elle passe par le suivi donc, de formations dédiées, par une certaine rigueur dans le suivi de l'installation, par des choses aussi précises que le passage, par exemple, de caméras infrarouges pour identifier les potentiels de biogaz supplémentaires qui pourraient être valorisés sur le site. Tout un ensemble de choses qu'on perçoit tous de manière plus ou moins sensible et qui font que une même installation confiée à un exploitant rigoureux, de qualité, etc., va pouvoir exprimer bien davantage son potentiel de méthanisation que chez un exploitant qui peut-être va exploiter son méthaniseur en plus du reste avec un défaut de main-d'œuvre qui fait que la disponibilité ne sera pas exactement au rendez-vous. Donc c'est tout ça qu'on a cherché à traduire à travers ce levier d'amélioration d'exploitation. En estimant qu'on améliorait donc la disponibilité d'installation avec donc des gains financiers qui sont induits. On a été assez conservateur dans l'évaluation puisqu'on évalue que l'amélioration de l'exploitation permet de gagner en DSR plus 2 à 3 points, mais en réalité ça pourrait être sensiblement plus si on fait appel à tous ces leviers d'optimisation dans la conduite de l'installation et on pourrait largement aller à peut-être plus 5, peut-être voire même plus 10 points de DSR pour un exploitant qui fait preuve d'une rigueur totale dans son suivi de site et dans une traçabilité, une gestion de son site qui soit vraiment au rendez-vous. Le dernier levier approfondi ce matin concerne la mise en place de solutions d'achat groupé qui se multiplient sur le territoire français. Et donc, par exemple, ici, on a testé l'achat groupé de consommables, donc à l'image de l'électricité. Donc, sur les différents cas types, on a sur la base des retours d'expérience d'achat groupé qui ont pu être menés, on peut évaluer l'économie d'OPEX à entre 7 à 18 000 € par an par ce biais de l'achat groupé. Et c'est également 2 points d'amélioration du DSR.
Donc clairement, avec la densification des installations sur le territoire, la multiplication des territoires, il y a un intérêt à mutualiser le plus possible, à faire de l'achat groupé, voire mutualiser de la maintenance. C'est autant de choses de bon sens qui concourent à améliorer l'économie globale des projets. Donc, on l'a vu, hein, la plupart des leviers se traduisent par une augmentation des budgets d'investissement et donc mécaniquement par une augmentation de l'enveloppe des fonds propres à réunir. Et donc, la question se pose assez rapidement des sources de cofinancement accessibles pour renforcer les fonds propres sur les projets pour lesquels il n'est pas possible de réunir les sommes nécessaires auprès des associés historiques. Donc, on a regardé aussi ce volet-là, on a identifié donc 3 grands types d'apports qui peuvent être envisagés pour renforcer les fonds propres et apporter du cofinancement. Donc, notamment la question du financement participatif qui regroupe une grande diversité de modes d'apport. On a beaucoup d'acteurs présents sur ce secteur et qui interviennent suivant les types d'acteurs, soit en prise de capital et de compte courant associés, donc pour rentrer dans la gouvernance du projet, soit ils vont apporter des fonds propres par le biais de l'émission d'obligations. Donc 2 approches déjà très différentes. On recense également de nombreux acteurs de type investisseurs institutionnels qui, dans la grande majorité des cas, souhaitent rentrer dans la gouvernance en devenant coactionnaires, donc en prenant une part du capital aux associés historiques. Et enfin, dans le tour d'horizon rapide de ce panorama, on a les tiers investisseurs privés qui sont généralement apporteurs de fonds par le biais d'obligations convertibles ou d'obligations simples sur les cas, et donc ici sans dilution du capital. Chaque type d'acteur va avoir des attentes aussi différentes sur la durée du financement. Certains vont être plutôt acteurs de court terme, d'autres plutôt acteurs de long terme. Donc bien entendu, il faut regarder dans l'équation l'analyse économique fine du business plan pour évaluer précisément ce que le projet peut supporter, notamment comme modalité de remboursement. Je pense au cas du financement participatif avec des obligations simples, où on est plutôt sur du court terme, et donc il faut pouvoir s'assurer que le projet peut rembourser sans se mettre en danger les fonds apportés. Et puis bien entendu, chaque porteur de projet va s'orienter vers telle ou telle solution suivant ce qu'il attend de son partenaire financier, à savoir soit un simple renforcement de fonds propres, soit en plus s'il souhaite en profiter pour ancrer par exemple un peu plus son projet dans le territoire, gagner en termes d'image, bénéficier d'une expertise qui peut être technique en plus d'être économique. Donc on a vraiment on a un champ des possibles qui est assez ouvert et donc une approche qui doit être encore une fois sur mesure, et on peut se référer au très bon guide là qui est paru il y a quelques temps sur le financement, je crois, qui a été piloté par GRDF, qui présente un tour d'horizon assez complet des différents acteurs qui interviennent sur cette question du cofinancement. Comment se comporte la question du renforcement de fonds propres sur un projet donné. Donc le recours à du financement, par exemple type investisseur institutionnel, permet d'accroître les fonds propres et donc de diminuer l'emprunt bancaire et donc mécaniquement d'augmenter le DSCR, puisque le dénominateur est plus faible. Et donc il a pour effet de dégrader ce qu'on appelle le taux de rentabilité interne investisseur, le TRI investisseur ou actionnaire, puisqu'on a plus d'argent investi dans le projet pour un retour identique sous forme de dividende. Donc vous avez ici l'exemple d'un projet qui apporte en base 450 000 € de fonds propres et qui a un DSR de 120%. Donc dans les conditions actuelles, de manière générale, c'est un projet qui est plutôt non finançable sur ce critère strict du DSCR. Et donc il va chercher à renforcer ses fonds propres en allant chercher au moins autant de fonds propres apportés historiquement par un acteur tiers. Donc il va doubler ses fonds propres. Ce faisant, il limite l'emprunt bancaire qui descend à 5 millions d'euros, et donc mécaniquement le DSCR va dépasser ce seuil des 130%, et donc sans dégrader le TRI projet, mais en dégradant le TRI investisseur qui passe de 18% à environ 13% sur ce cas précis. Hein. Juste pour vous montrer comment joue ce type de renforcement de fonds propres, je dirais mécaniquement en termes d'amélioration du taux de couverture de la dette. Alors, une fois la douzaine de leviers testés sur chacun des cas types, on a dressé ce graphique en fait qui positionne chaque levier sur 2 axes. Vous avez en abscisse l'impact sur le taux de rentabilité interne, le TRI,
et en ordonner l'impact sur les investissements, les CAPEX. Et donc, vous voyez chaque levier se traduit par une aire, une surface qui a une amplitude très variable, justement suivant l'amplitude des impacts financiers de chaque axe d'optimisation. Donc, vous voyez qu'il y a certains leviers, à l'image de l'isolation des voiles, des gazomètres, qui représentent un faible surinvestissement, mais qui améliorent peu le TRI, mais qui ont un temps de retour brut qui est assez faible et qui fait que pour nous, c'est intéressant de l'activer en base, encore une fois, pour avoir une installation plus sobre. D'autres leviers sont beaucoup plus puissants, notamment le levier gazomètre sur fosse de stockage de digestat brut, sur les sites qui sont équipés de cuves de stockage en béton. Vous savez désormais que pour les sites qui ont prévu un séparateur de phase pour stocker du digestat liquide en poche souple par exemple, l'effet de ce levier peut être négatif, ce qui explique pourquoi l'air déborde ici sur le négatif, parce que l'investissement dans une fosse béton avec un gazomètre par rapport à un séparateur de phase et des poches souples n'est pas compensé par la production supplémentaire de biogaz. La mise en place d'un bâtiment avec toiture solaire photovoltaïque n'améliore pas vraiment le bilan financier, mais on rappelle qu'il finance quand même le coût du bâtiment de 700 m² et donc les prescriptions réglementaires qui sont récemment apparues. On n'a pas évoqué, on pourrait y revenir si vous le souhaitez, la question de la vente de CO2 qui a un effet positif sur les projets, mais plutôt pour les plus gros projets à partir d'environ 150 m3 avec un seuil qui est bien sûr assez variable. Là, on peut gagner peut-être plus de points de TRI, mais il n'est pas forcément réalisable partout, ce levier, parce qu'il faut un consommateur de CO2 à proximité. Et en parallèle, on observe qu'il n'y a pas d'effet d'échelle actuellement sur ce type de valorisation. Et donc, c'est un projet qui n'est pas intéressant pour l'instant pour les plus petits projets, du fait de cette absence d'effet d'échelle, à part si une mutualisation est envisagée entre différents projets, par exemple pour mutualiser l'épuration du CO2 produit. Alors, il y a l'impact temps de séjour et charge organique qui a un impact qui peut être très, très important suivant les cas, un peu moins dans certaines autres situations, avec au prix, bien entendu, d'une moindre évolutivité de l'installation. Donc, il sera nécessaire d'investir à nouveau pour faire croître le site en cas de souhait d'évolution. On avait testé aussi la question du recours à des poches souples pour pouvoir ici stocker le digestat au plus proche des parcelles, optimiser la logistique transport, épandage et limiter les frais d'investissement. Donc ça peut être une solution qui peut être intéressante, mais dans ce cas-là qui ne pourra pas être couplée, bien entendu, avec la mise en place de gazomètres sur le stockage du digestat brut. Donc il y a des leviers qui ne peuvent pas être activés ensemble. Et enfin, la question de l'exploitation, on l'a positionnée ici, donc elle est en réalité, son aire est assez variable puisqu'on sent bien qu'une très bonne exploitation du site permet, au-delà des enjeux de maîtrise de la qualité et de la sécurité, d'exprimer le plus possible le pouvoir méthanogène des intrants en optimisant les charges de fonctionnement. Donc, on avait peut-être quelques questions qui sont arrivées, là, donc je vais peut-être profiter. Question et remarque. Alors, je prends première remarque. François-Xavier. Nous, investisseurs privés, arrivons avant permitting et ne faisons pas d'obligation convertible. C'est une remarque. Catherine, ta connexion est mal. Et là, vous m'entendez mieux ou pas? Oui, c'est bon, vas-y. C'est mieux. Ouais. Alors, je suis collé à l'écran. Donc, oui, une remarque de François-Xavier qui nous dit « Nous, tiers investisseurs privés, arrivons avant permitting et ne faisons pas d'obligation convertible. » C'est une remarque. Très bien. Une autre question, Fabrice. Le curage d'un monodigesteur tous les 5 à 7 ans bouffe le bénéfice d'une année. Avez-vous intégré cette perte économique? Bouffe le bénéfice d'une année? Oui, en fait, le principe du curage, effectivement, c'est du bon sens, mais c'est de ne pas le subir dans la mesure du possible, mais c'est de pouvoir l'anticiper, notamment quand on est sur des modes d'introduction qui ne permettent pas de séparer les indésirables en entrée avec des rations riches en fumier et donc potentiellement en cailloux. Et donc, c'est de le réaliser le plus possible en été, de pouvoir l'anticiper pour en fait éviter autant que faire se peut la phase d'arrêt de l'installation en jouant encore une fois sur les différentes cuves pour réensemencer rapidement l'installation. Mais ce n'est pas une année de perte. Tu auras ton stockage de digestat. Alors attends, qui prend la parole? Il te faut un petit stockage de digestat, hein. Je suis désolée.
Oui, il faut un stockage de digestat, tout à fait. C'était l'idée avec le monodigesteur, vraiment de le combiner dans la mesure du possible avec un stockage de digestat couvert d'un gazomètre pour avoir un digestat qui puisse être réutilisé pour ensemencer et relancer rapidement l'installation. Oui, donc pour la biologie, c'est pas. C'est une plein hiver, en tout cas, plus rien. C'est mourir. D'accord. Je n'entends pas très bien. Ouais, on n'entend pas très bien le son. Il faut vous rapprocher du micro. Sur ce sujet aussi, la récente nouveauté de l'annualisation du CEMAX peut permettre d'améliorer quand même aussi la situation, puisqu'on n'est plus sur une vision strictement mensuelle comme on l'avait au préalable. Et donc on peut du coup se permettre aussi de jouer sur cette nouveauté pour ne pas dégrader trop l'installation. Et puis il y avait une question, mais en fait, je vous la lis telle quelle. La vente des CPB, donc certificats de production de biométhane, instaurée dans la récente loi de climat résilience, là, est-elle une source nouvelle de recettes ou bien était-elle déjà incluse dans le prix de rachat du biogaz par le fournisseur d'énergie? Dans le contexte actuel, nous, on ne se projette pas sur les CPB. Oui. Puisque pour l'instant, c'est dans la loi, mais rien n'existe encore. Oui, et effectivement, il y a eu des communications des fois un peu bancales, puisqu'effectivement, on avait l'impression que c'était une nouvelle source de financement des projets. En fait, il n'en est rien, quoi. On reste sur le tarif d'achat d'un côté, et puis les systèmes d'appel d'offres de l'autre, avec potentiellement les certificats qui viendront permettre de financer les projets les plus importants. Mais c'est pas quelque chose qui vient ajouter un nouveau relais de croissance aux installations de méthanisation. Par contre, juste peut-être pour l'actualité, enfin, on ne maîtrise pas tout, hein, mais sur les certificats de production de biométhane, effectivement, en ce moment, il y a des discussions en cours entre les pouvoirs publics et puis les différents acteurs de la filière. Moi, j'ai compris qu'il y a des projets de texte qui devaient commencer à entrer en consultation plutôt à l'horizon de fin d'année, plutôt à partir de décembre, de manière à effectivement aboutir à des textes arrêtés, décrets qui précisent la manière dont les CPB vont s'appliquer. Voilà. Après, effectivement, dans le contexte actuel, ça serait un nouvel outil qui permettrait le financement de sites de méthanisation, de nouveaux sites de méthanisation à terme. Voilà, mais pour l'instant, les discussions sont en cours, mais l'idée, effectivement, c'est que ce soit un nouvel outil demain qui permette de financer de nouveaux projets. Questions, je les prends quand même, qui sont arrivées. Pour toi, Jérémy, pouvez-vous nous parler de l'impact de la délocalisation du digestat? Oui, alors ça, c'est une question qui est qui dépasse largement la seule question financière, sur les projets de méthanisation qui associent plusieurs agriculteurs avec un assolement et donc un parcellaire qui peut être très étendu. Il peut être intéressant de répartir les stockages de digestat au plus proche des parcelles d'épandage, plutôt que d'avoir un seul stockage très important au niveau de la méthanisation, de manière à faire deux choses. C'est d'une part à pouvoir approvisionner régulièrement au cours de l'année ces stockages déportés de digestat en digestat, et permettant ainsi, lorsque les fenêtres d'épandage se présentent, d'avoir un débit de chantier du coup beaucoup plus rapide et de pouvoir ramener le digestat au sol vraiment lorsque la plante a des besoins, lorsque les conditions météo s'y prêtent. Donc on a un premier effet qui est un effet d'optimisation de la logistique épandage pour permettre d'exprimer au maximum le potentiel fertilisant du digestat. Et le deuxième effet aussi, c'est qu'en ayant des stockages déportés dans un projet collectif agricole, on peut mettre en place des solutions d'aller-retour. Et donc en allant chercher le lisier, par exemple, on peut ramener du digestat liquide et donc par ce faisant, optimiser les coûts de transport d'une installation qui reste des charges importantes sur les projets collectifs. Donc ces systèmes de poches souples, hein, par exemple, si on parle de ça peut être 500 à 1000 m3 de poches réparties avec des règles du jeu bien précises pour ne pas avoir de risques environnementaux et qui permettent aussi peut-être d'optimiser les coûts d'investissement par rapport à un stockage sur site en béton 100% qui peut être la solution de référence. Et puis j'ai une autre question sur les cives. Quel est le niveau de coût de cives optimisé à votre sens? Oui, ça c'est la bonne question. La bonne question à 11h20.
Donc le coût d'achat des cives, dans l'hypothèse de pousser le curseur au maximum, on avait imaginé aller sur des cives dites à prix coûtant, où finalement la méthanisation ne supporte dans ses charges que le surcoût induit par la fertilisation au digestat et la récolte de ces cultures intermédiaires, notamment dans les zones dites vulnérables aux nitrates, qui ont l'obligation de couverture des sols. Et donc sur ces territoires-là, on s'était posé la question sur des projets des fois un peu fragiles financièrement, de se demander si la méthanisation devait à tout prix supporter toutes les pratiques culturales liées aux cives, ou si finalement elle ne devait pas supporter que le surcoût induit par le fait de récolter la culture intermédiaire plutôt que de la laisser au sol comme engrais vert. Et donc quand on pousse à l'extrême ce raisonnement, finalement on arrive, bon après tout ça dépend bien sûr du type de culture intermédiaire, du potentiel agronomique, mais on arrive autour d'une quinzaine d'euros par tonne de matière brute, qui est pour nous le prix plancher d'accès à une culture intermédiaire, alors qu'actuellement, dans les business plans qui sont montés, on est plutôt sur du 25 à 30 euros par tonne de matière brute quand on compte tout le cycle culturel de la culture intermédiaire et toutes les pratiques culturelles associées et qu'on divise ce coût-là par le rendement à l'hectare. Donc voilà, une cive prix coûtant, ça pourrait être 15 euros par tonne de matière brute. Voilà. Mais ça veut dire que c'est autant de revenus en moins sur les fermes. Donc on déplace le curseur ici au profit de la méthanisation et plutôt moins pour les agriculteurs. Donc tout ça renvoie à un équilibre qu'il faut travailler localement en fonction de ce que chacun attend de la méthanisation et de où doit se partager la valeur ajoutée. Ok, je propose, Jérémy, d'avancer un petit peu parce que oui. Allez. On va essayer de tenir le temps. On va le faire. Alors voici donc ici comment on pourrait imaginer retrouver, gagner les 30 points de DSCR qui ont été perdus avec les nouveaux tarifs d'achat sur une installation de 80 mètres cubes heure, qui est donc encore une fois les installations qui, ne bénéficiant pas d'un effet d'échelle important, souffrent le plus de ce nouveau contexte tarifaire. Donc sur ce cas-là, il s'agirait d'activer 8 leviers en bleu, et vous voyez la marche que chacun permet de monter sur cet escalier. Donc en 8 leviers, donc par exemple surisoler les voiles, surisoler les gazomètres, couvrir le stockage du digestat brut avec un gazomètre, optimiser la charge organique, passer sur un monodigesteur. Il y avait une question de suppression de la redondance de l'épuration dont on a peu parlé, mais l'idée c'était d'avoir plutôt des stocks mutualisés de pièces détachées de première urgence plutôt que d'avoir chacun des stocks chez soi. Bon. Compter sur une standardisation de la filière et donc une baisse des coûts d'investissement, et puis améliorer l'exploitation du site. Et en jouant sur ces 8 leviers, finalement, on pourrait retrouver les 30 points de DSCR perdus, tout en se disant que si localement, par exemple, l'exploitant refuse, pour des raisons qui lui sont propres, d'activer tel ou tel de ces leviers, par exemple le recours à un monodigesteur pour des questions de curage, comme ça a été évoqué, ou de souplesse d'exploitation biologique, alors il deviendra nécessaire de creuser une autre piste, que ce soit par exemple valoriser une partie du digestat monétairement, ou intégrer des économies d'engrais induites, ou optimiser le coût d'acquisition des cives, valoriser le CO2 si localement on a une piste. Enfin, on voit bien que finalement, sur ces projets les plus petits, on doit quand même activer tout un bouquet de leviers, et se passer d'un levier, c'est reporter l'effort sur une autre piste d'optimisation. Jérémy, il faut peut-être juste que tu reprécises comment on lit le slide. Oui, pardon. Alors, de couleur, etc. Oui, voilà. Alors, donc, vous avez en abscisse les différents leviers ici, et puis en ordonnée, vous avez l'impact d'amélioration du taux de couverture de la dette. Et donc, par exemple, la surisolation des voiles va améliorer de 0,4 points le taux de couverture de la dette. Surisoler le gazomètre pour limiter les pertes thermiques, c'est plus 1,4 points, et ainsi de suite. Et donc, les couleurs en bleu, c'est les leviers qu'on a activés en base. Voilà. Et en saumon, c'est le levier qu'on n'a pas activé, parce que pour nous, ça renvoie vraiment à des logiques sur mesure, au cas par cas, et qu'on ne peut pas décréter en approche un peu hors sol. Donc on ne les a pas activés en base, mais ils sont par contre à travailler si jamais on se passe par exemple du levier monodigesteur, qui est, vous voyez, un des leviers puissants puisqu'il améliore de 7 points le DSCR.
quand on fait ce travail pour le cas type 120, donc qui est le projet un poil plus important, on se rend déjà compte qu'il nous faut actionner un peu moins de levier pour revenir au DSCR cible. Dans ce cas, on garde la couverture gazomètre, les surisolations, on peut mettre en place la toiture solaire photovoltaïque, optimiser la charge organique. Par contre, le recours au monodigesteur n'est pas en soi, c'est pas qu'il n'est pas obligatoire, mais disons qu'on peut s'en passer en base beaucoup plus facilement. On peut faire recourir à la suppression de la redondance épuration, passer par un achat groupé électrique, être un bon exploitant et donc se former pour, et garder malgré tout un taux d'aide à l'investissement de 5% sur ce projet pour aller et tendre vers le DSCR cible, ici de 132%, qui est corrélé à un TRI de 8,3%. Vous voyez, vous avez tous les chiffres à droite après, avant-après, si vous voulez vous y référer après la présentation. Donc on est déjà sur un projet un peu plus important et l'effet d'échelle permet déjà ici d'aller un peu moins loin dans les leviers à actionner. Et en définitive, si on fait ce travail-là pour tous les cas types, on a ici un tableau de synthèse qui propose des combinaisons de leviers. Donc prenez ça encore une fois comme des pistes, encore une fois, des combinaisons de leviers pour retrouver des TRI projets suffisants et surtout des DSCR strictement supérieurs à 130%. Vous retrouvez tous les cas types. Pour certains, on a proposé des combinaisons différentes. Voilà, des options différentes. Et le point important, c'est notamment le taux de subvention en base. Vous voyez, pour le 80%, il faut, selon nous, dans une approche de business plan bien menée et conservatrice comme il se doit, il nous faudrait toujours 15% d'aide à l'investissement avec ces leviers qu'on a activés, où on n'a pas touché aux questions digesta, aux questions culture intermédiaire, ni CO2. Voilà. Alors que le taux de subvention requis, il va diminuer progressivement au fur et à mesure qu'on gagne en effet d'échelle et ou en ration plus méthanogène avec les biodéchets par exemple. Vous avez en dessous les TRI, donc pour le coup, après activation des leviers technico-financiers et les DSCR cibles pour chacun. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de retrouver une faisabilité financière pour tous les cas types testés, de 80 à 250 m3, qu'il faut par contre maintenir des subventions pour permettre aux projets moins gros de voir le jour, et donc ça peut être entre 5 à 15% suivant le débit injecté. Donc là, voilà, ça renvoie après aux contextes territoriaux. On a raisonné ici ce tableau en activant les leviers et en priorisant selon nous les plus réalistes et en ne jouant pas dans un premier temps sur les axes d'amélioration qui sont les plus liés aux contextes locaux tels les cultures intermédiaires et le digesta. Et donc les efforts à fournir, comme on l'a dit, sont assez logiquement plus importants pour les projets les plus petits, donc d'où les 8 leviers activés en équivalent pour les projets de 80 m3, tout en mobilisant 15% de subventions. Et si ces 15% de subventions sont irréalistes sur vos territoires d'études, alors il faut aller soit travailler ces leviers digesta, CIV, ou accroître les fonds propres par le recours à des co-investisseurs. Jérémy, une précision, je pense que dans ta tête c'est très clair, mais une question, on parle bien de subventions hors ADEME, tu sais quand on parle de subventions. Oui, ça nous donne l'occasion de faire un petit point là-dessus, voilà. Effectivement c'est un oubli regrettable. Effectivement, il ne vous aura peut-être pas échappé que l'arrêté du 23 novembre 2020 vient engendrer une dégradation du tarif d'achat biométhane dans le cas où le projet mobilise des aides ADEME de l'ordre de 5 € du mégawattheure. Donc, pour ne pas en rajouter dans un contexte qui est déjà pas des plus porteurs, on a considéré ici uniquement des aides régionales et européennes, donc région et FEDER, puisque pour l'instant, en tout cas, les aides ADEME ne permettent pas de jouer pleinement leur rôle sur les projets biométhane. Ok, et puis une question, je reviens sur les cibles. Une question d'un participant qui nous dit: avez-vous étudié l'utilisation des conservateurs d'ensilage pour les cives afin de minimiser la perte de matière sèche? Oui, alors voilà, c'est typiquement les leviers qu'on n'a pas testés dans une logique d'avoir des leviers pleinement, à notre sens, opérationnels. Alors ça n'empêche pas de poser des questions techniques, et puis on voit que les questions curage, etc. sont toujours pertinentes, mais on n'a pas été sur des approches qui sont peut-être plutôt pour nous type R&D, enfin
ou en tout cas on n'a pas un consensus qui est établi sur le fait, par exemple, de recourir à ce type de conservateur qui peut être très intéressant localement, mais on n'a pas de vision en tout cas nationale homogène là-dessus. Mais bien sûr que localement, si des leviers biologiques ou de ce type-là font leurs preuves, ils sont tous bien sûr bons à prendre pour optimiser les projets. Ouais. Mais en tout cas, nous, on ne l'a pas testé. Ouais. Comme on n'a pas testé les pré-traitements de type broyage ou recours à des champignons et autres qui peuvent être prometteurs. Ouais. Donc, ce qu'on voit pour finir sur ce tableau, voilà, c'est que les projets les plus hauts du panel, hein, les 200-250 mètres cubeurs, peuvent retrouver une vraie pertinence en activant seulement 4-5 leviers et tout en recourant à peu ou pas d'aide à l'investissement. Et donc, je finis juste avec deux diapos. On l'a évoqué un peu comme ça, un peu en filigrane, mais quand même se dire là, que donc, des nouvelles prescriptions réglementaires sont parues, que on en tire voilà, ces principales modifications à nos yeux. Je vous résume rapidement, hein, à savoir le respect de la perte de 0,5% de gaz au niveau de l'épurateur pour les projets de plus de 50 mètres cubeurs, parce qu'il y a des incidences sur la partie l'eau épuration, des nouvelles distances qui ont été augmentées à respecter entre torchère, épurateur et chaudière, l'obligation de couverture des stockages de matière, hormis pour le fumier s'il est stocké moins d'un mois, une obligation de couverture des stockages de digestat, hormis pour les lagunes si le temps de rétention hydraulique, si le temps de séjour est supérieur à 80 jours, une révision des modes de calcul des zones de rétention et de l'étanchéité de ces deux zones de rétention qui s'est aussi renforcée, qui peut engendrer du coup des nouveaux travaux pour la garantir. Une étude d'odeur à mener en amont, une astreinte 24 heures sur 24 qui est respectée avec un niveau d'intervention qui est beaucoup plus réactif. Donc autant de prescriptions qu'on peut satisfaire, on l'a vu, hein, par le biais de différents leviers, et donc on peut limiter la hausse quelque part du CAPEX, ou en tout cas compenser cette hausse par des nouvelles recettes ou des économies de charges, donc voir les couvertures solaires et les mises en place de gazomètres. Et pour autant, il faut garder en tête que voilà, l'impact financier de ces leviers, c'est suivant les sites, hein, là aussi tout ça est soumis à une analyse précise, mais c'est plus 200 à plus 400 000 euros d'investissement et un impact charge qui peut être de plus 30, 35, 40 000 euros par an. Donc c'est 0,75 points de dégradation du taux de rentabilité interne sur un projet moyen parmi les 6 qui ont pu être étudiés. Et vous savez qu'il y a encore des discussions qui sont en cours actuellement d'interprétation avec la DGPR et autres, donc on est encore sur des contours qui ne sont pas complètement arrêtés. Donc on ne les a pas intégrés en base, mais il faut garder en tête qu'il y a ces prescriptions respectées et donc certains leviers sont d'autant plus pertinents désormais pour éviter de surenchérir les CAPEX, ou en tout cas de ne pas engendrer des recettes ou des économies de charges en face de ces CAPEX. Donc en conclusion, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il existe des combinaisons de leviers, on l'a vu, qui permettent de retrouver une rentabilité pour les cas types qui ont été analysés, que certains leviers, une bonne partie de ces leviers induisent des surinvestissements et donc encore plus qu'actuellement des questions vont se poser de manière récurrente sur le besoin de renforcement des fonds propres avec divers acteurs sur la place publique qui sont prêts à apporter des fonds propres sous des conditions qui leur sont propres et donc à chaque fois des approches à avoir sur mesure. Et des leviers, on le voit bien, hein, qui vont mobiliser, qui mobilisent dès à présent tous les acteurs de la filière, que ce soit les entreprises de construction, soit les low process, Meta, mais aussi bien la maîtrise d'œuvre pour aménager les sites de manière les plus pertinentes possible, des bureaux d'études qui soient bien compétents pour concevoir les sites les plus pertinents, les laboratoires qui peuvent poursuivre leur travail de recherche pour identifier des nouvelles marges de progrès. Donc on voit que c'est toute la filière qui est engagée dans une dynamique collective pour, malgré ces nouveaux contextes tarifaires et réglementaires, conserver une filière dynamique et qui puisse en sortir par le haut, quoi. Voilà ce qu'on voulait vous partager. J'ai quelques questions, Jérémy, je propose de les prendre tout de suite. Là. Je reviens sur ICPE. Avez-vous des idées d'impact CAPEX sur la délocalisation des armoires électriques hors zone de rétention? Oui, soit la sortie, soit le surélèvement, quoi. Non. La réponse est non. On a eu d'avoir des premiers chiffrages, mais c'est dur de répondre comme ça, non.
Après, on a une question pour la couverture du stockage de digestat liquide. Est-ce pour une étanchéité à l'eau ou Oui. au gaz? Oui, non, c'est une étanchéité, pardon, oui, c'est une étanchéité à l'eau, c'est l'idée de maîtriser les eaux météoritiques, je sais pas comment ça se dit, mais les eaux du ciel, les eaux de pluie. Non, c'est vrai, c'est pas une étanchéité au gaz, ouais. Et donc le bâchage est permis en fait pour couvrir les matières. C'est pas forcément une couverture, pas de poteau couverture, quoi. Une question alors un peu brute, taille du gazomètre, point d'interrogation. Alors la taille du gazomètre, de manière générale, c'est qu'on a intérêt à avoir des gazomètres bien dimensionnés pour permettre de pallier des maintenances plus ou moins prolongées sur les équipements qui sont en aval. Donc voilà, le gazomètre est bienvenu. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière cette question? Ah, c'est taille du gazomètre par rapport à... Ah oui, au regard des nouveautés de TICPE qui réclament 3 heures de stockage. Oui. Donc on est au-delà de ces 3 heures, oui. Avec des membranes qui peuvent être désormais antistatiques pour ne pas là aussi générer d'électricité statique et donc des risques dans les zones latex. Donc là, il y a aussi quelques questions qui se posent qu'on n'a pas évoquées là dans cette synthèse très rapide, mais voilà, il y a des sujets sur les types de membranes à implanter aussi. Alors, il y a une question très pratique. Comment isole-t-on concrètement un gazomètre? Est-ce que c'est une membrane souple? On a des membranes qui vont intervenir à différents endroits, que ce soit au niveau du filet qui est au-dessus du mélange, et après au-dessus, dans la double membrane, en fait, l'isolation va être renforcée pour limiter les phénomènes de convection de gaz et limiter les pertes de chaleur par le dessus finalement du gazomètre. Donc en fait, on a 2 types de membranes qui peuvent être ajoutés. Et ils sont vendus directement montés avec cette surisolation là, quoi. Et des retours qui sont positifs sur ces types d'isolation. Ouais. On a une question sur les prescriptions réglementaires, donc nouveau texte ICPE, s'applique-t-elle aux installations déjà en opération? Oui. Donc la réponse est oui. Sauf la distance au tiers, bien sûr. Ouais. Et suite de la question, sans contrepartie de la part de l'État. Pour l'instant, comme je disais, il y a encore des discussions en cours, mais... Oui. Non, vous aurez la reconnaissance éternelle, mais il n'y a pas vraiment de contrepartie monétaire si c'était un peu la question. C'est un respect de la loi. Alors, ce qui est permis quand même sur les sujets les plus importants que sont l'étanchéification des zones de rétention, avec le respect du facteur des 10-7 mètres secondes. On a un délai à la fois de 2 ans pour faire le diagnostic sur les travaux engagés, et ensuite il y a 10 ans de délai pour vraiment se mettre aux normes avec des travaux qui peuvent se dérouler par tranche. Donc c'est pas forcément immédiat. Pour autant, on le voit, à Solagro, mais vous voyez certainement aussi sur vos territoires que sur les installations existantes, les contrôles se multiplient et dès à présent, la plupart des inspecteurs demandent aux méthaniseurs en fonctionnement, comment ils ont pris en compte les nouvelles prescriptions, comment ils comptent se mettre à jour. Donc voilà, c'est un sujet qui est, même si on est encore en train de clarifier certains points d'interprétation, c'est déjà un sujet qui est à l'œuvre et qui mobilise les porteurs de projets méthanisation. Ouais. Ok, je regarde le timing. Est-ce que Aloïs est connecté avec nous? Oui, bon. Oui, bonjour. Je suis connecté depuis le début. Merci. Pas de problème, je suis là. Moi, j'ai une contrainte à midi, par contre. Vous avez dit que je devais partir à midi à tout prix. Donc, mais je suis là, pas de problème. On va faire court, et puis après, on repassera la parole aux participants. Où est-ce qu'on propose, ce que Jérémy proposait, c'est finalement de vous faire réagir, notamment aux différents leviers là, que Jérémy a évoqués. Et en fait, la question, c'est finalement, parmi les leviers un peu techniques évoqués par Solagro, est-ce qu'il y en a que vous avez appliqué, mis en œuvre? Et en quelques mots, votre retour là-dessus. Et puis, je sais que vous avez fait du financement participatif aussi sur votre projet. Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer finalement pourquoi vous êtes allé chercher ce type de financement-là, notamment au regard des fonds propres? Ok, très bien. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Bon, parfait. Je vais commencer par le financement participatif. Je me présente très rapidement. Aloïs Klein. Je coexploite avec des associés unités de méthanisation dans la Loire, région
Auvergne-Rhône-Alpes, unité territoriale montée par 6 fermes qui y amènent leurs effluents et complétée par des biodéchets. C'est un site qui traite 20 000 tonnes de déchets par an, 11 000 tonnes d'effluents d'élevage, fumier et lisier de bovins essentiellement, et 9 000 tonnes de biodéchets. Biodéchets, c'est industrie agroalimentaire, restes d'assiettes, collectivités, restauration hors foyer, etc. C'est un site qui est arrivé à son C-max assez rapidement. On injecte 150 m3 de biométhane dans le réseau, et depuis quelques mois maintenant, on a couplé aussi une station d'avitaillement carburant sur la zone industrielle sur laquelle on est installé pour ravitailler des bus, des camions, des BOM, des véhicules légers de notre territoire. On est situé entre Lyon et Saint-Étienne. Je ne l'ai pas dit au départ, c'est un site qui est en autorisation ICPE, puisqu'on a été à l'époque sous l'ancienne nomenclature où dès qu'on rentrait 1 kg de biodéchets, on était autorisation, on est resté sous autorisation, et on avait mis en place un certain nombre d'éléments, mais je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'a partagé Solagro, parce qu'il y a des choses qu'on avait fait dès le début, et c'est intéressant au bout de 3 ans de vous faire ce retour d'expérience. Site, donc je l'ai dit, exploité par des agriculteurs, un groupe d'agriculteurs, 6 fermes qui ont la majorité qui exploitent de l'amont à l'aval, et 4 tiers investisseurs à part égale, à peu près 12% chacun, que sont Engie, le FONSE de la région Rhône-Alpes, une SEM qui s'appelle la SEM Soleil, qui est l'émanation d'un syndicat d'énergie dans la Loire, et enfin, premier partenaire à l'époque, mais dernier que je vais citer, Énergie Partagée Investissement, fonds d'investissement citoyen, pour utiliser un anglicisme, du crowdfunding, et c'est notre premier partenaire en 2013 quand on commence à réfléchir au projet. Moi, je me rapproche d'Énergie Partagée, qui est aussi une émanation d'Enercop, distributeur d'énergie verte dans la région. C'est comme ça qu'on s'était connus, et on leur présente le projet en disant voilà, on a un groupe d'agriculteurs, on a quelques idées, on a de la motivation, de la volonté, mais on cherche des partenaires pour nous aider à développer un projet territorial qui à la fois doit répondre à des enjeux agricoles et des enjeux de traitement de déchets sur notre territoire. Et puis on s'est rapidement entendu, et EPI, donc Énergie Partagée Investissement, est venu rapidement à nos côtés sur le développement, prenant du risque avec nous pour développer le projet, et puis rentrer dans toute la partie conception, ingénierie et notamment communication. Et c'était un vrai levier de communication. On ne les a pas pris que pour ça. On les a pris aussi parce qu'ils portent des projets énergie renouvelable. Je pense qu'on n'a plus besoin de les présenter. Il y a eu des levées de fonds assez spectaculaires depuis une petite dizaine d'années. Nous, ça a énormément aidé dans l'acceptabilité du projet parce qu'on a ouvert notre capital aux citoyens du territoire, mais aux citoyens tout court du territoire national, puisqu'il y a des gens qui ont investi via Énergie Partagée sur Métamoli, mais qui ne sont pas forcément des monts du Lyonnais ou de la région, mais en tout cas, il y en a une majorité qui ont investi, qui sont des gens du coin et qui, quelque part, sont devenus aussi des ambassadeurs du projet, qui ont eu accès, on va dire, au descriptif du projet, aux avancées du projet, donc ont su être à nos côtés quand des fois le vent était un peu plus fort, et quand il y avait des gens qui commençaient à se lever pour contester, parce que c'est le terme, le projet de méthanisation qui débarquait sur leur territoire en zone artisanale, qui allait exploser, qui allait polluer, qui allait générer des odeurs, qui allait générer du trafic, qui allait en gros complètement mettre à sac leur environnement. Donc il faut savoir se défendre, et je pense que Énergie Partagée, en plus des fonds propres apportés, puisqu'on a quand même levé 250 000 € d'épargne citoyenne avec Énergie Partagée, et ben, c'était un vrai plus pour nous, agriculteurs sur le territoire, en termes de communication. Et juste, Aloïs, je me permets, parce que sur Énergie Partagée, en termes de fonds propres, vous pouvez nous donner quelques chiffres, quelques proportions de la hauteur à laquelle le dispositif a pu contribuer? C'est ce que j'étais en train de dire, c'est 250 000 € d'épargne citoyenne levée sur le territoire. On avait bloqué à 250 000 € de levée
parce que en fait, c'était la part d'énergie partagée dans le projet. Je l'ai dit au tout début dans le tour de table Métamolier, énergie partagée comme les 3 autres actionnaires à 12% du capital. Donc en fait, ils sont venus capital compte courant en proportion égale. On a un fonctionnement assez simple, c'est que quand on détient 10% de capital, comme ça permet d'avoir des calculs simples. Et donc, énergie partagée venue à hauteur de 250 000 € de fonds propres, capital et compte courant confondus. D'accord. Oui, donc pour vous, c'est une bonne... un acteur, effectivement, il y a le volet contribution aux fonds propres, puis comme vous l'aviez dit, il y a le volet aussi, on va dire, acceptabilité, dialogue territorial, intégration du projet, quoi. Oui, et puis aussi un vrai plus chez Énergie Partagée pendant le développement du projet, c'est justement leur connaissance du développement des projets ENR, puisqu'ils sont sur la méthanisation, mais ils sont aussi beaucoup sur le photovoltaïque, sur l'éolien, sur l'hydro, donc c'est des gens qui connaissent. Oui. Et pour rebondir sur la présentation de Jérémy, sur les leviers techniques dont tu as parlé, Jérémy, là, voilà, il a dit, voilà, il y a plein de choses qu'on peut activer sur la conception d'un projet en termes de dimensionnement. On a parlé monodigesteur, on a parlé CO2, on a parlé isolation des ouvrages, voilà. Vous, concrètement, vous avez mis quoi en place, quelles sont un peu les bonnes pratiques ou les bons leviers dont a parlé Jérémy que vous avez déjà testé sur votre site? Alors nous, sur le site, il y a eu 2 phases. Il y a eu pendant la phase conception où on a intégré un certain nombre de choses déjà qui ont pu être évoquées ce matin, c'est-à-dire que dès la phase, nous, on a équipé notre stockage de digesta sur site d'un gazomètre et d'un liner sur toute la hauteur. Donc en fait, on a aujourd'hui sur ce site qui traite 20 000 tonnes, 2 parallèles, plus un stockage équipé d'un gazomètre. Donc c'est-à-dire que l'ensemble de la matière, quand elle se dégrade, quand elle émet du biogaz, tout est capté et tout repart à l'épurateur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait mis en place. On a beaucoup parlé aussi des stockages décentralisés. Nous, c'est quelque chose qu'on avait travaillé très en amont avec le groupe d'agriculteurs, parce que je vous l'ai dit dans la présentation, on est 6 fermes. On est 6 fermes qui se trouvent toutes entre 2 et 5 km du site de méthanisation. Donc, on a à la fois des transports d'effluents et à la fois des transports de digesta pour rejoindre les zones d'épandage. On a optimisé, Jérémy en a parlé, nous on a optimisé toute la logistique. On fait à peu près 80% de nos voyages aller-retour plein, c'est-à-dire qu'on amène des effluents au site de méthanisation. Quand on repart avec du digesta. Et ce digesta va être déposé sur des stockages déportés. Aujourd'hui, on en a 7. Et ces stockages déportés sont positionnés sur les zones d'épandage, ce qui permet aux entreprises prestataires qui font l'épandage de ne pas se déplacer jusqu'au site de méthanisation, mais d'avoir leur digesta à épandre tout de suite dans un rayon d'1 kilomètre, 1,5 kilomètre. Donc, on a énormément optimisé la logistique. Et ça, on l'avait travaillé dès le début dans l'étude, parce que pour nous, c'était à la fois une source de dépenses d'OPEX importantes, et puis environnementalement, si d'un côté, on fait un effort et que de l'autre, on crame tout sur la route, je suis désolé du terme, mais c'est quand même ça, c'est un peu dommage. Donc, ça, c'est un levier qu'on a mis en place également. Les leviers, on en a parlé tout à l'heure sur l'exploitation, sur la main-d'œuvre, sont effectivement des choses qu'on avait anticipées, qu'on a mis en place dès le départ. Nous, on est 3 co-exploitants, avec des systèmes d'astreinte à la semaine, avec un week-end sur 3, une semaine sur 3, une connexion permanente au site via nos tablettes ou nos téléphones portables, mais comme je pense la majorité des exploitants de sites de méta. Mais en tout cas, on a mis un gros paquet sur la main-d'œuvre. Et on a mis un gros paquet d'OPEX sur la main-d'œuvre aussi. Moi, j'ai trop vu des sites qui étaient sous-dimensionnés en coût de main-d'œuvre. Je pense que c'est des sites qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça demande de la main-d'œuvre en face et ça demande de la main-d'œuvre compétente. Donc, il ne faut pas sous-estimer ces OPEX. Et il faut savoir aussi s'entourer et sous-traiter une partie de l'exploitation. Nous, ce qu'on fait,
parce qu'on a des fermes à côté. On ne peut pas non plus tout faire, donc on avait assez finement analysé la problématique du temps. Et une bonne exploitation, ça passe aussi par une présence en permanence. Il faut réagir vite dans notre métier, il faut être présent, donc il faut du monde. Donc on a sous-traité l'épandage, on a sous-traité le transport et on a sous-traité une partie de la maintenance dès qu'elle est au-delà de nos compétences à des entreprises tiers avec des programmes de maintenance dédiés. Très suivi, et on se rend compte petit à petit que le fait d'être très pointu dans le suivi, dans la maintenance, même si ça coûte, au final, c'est un moyen aussi d'optimiser au maximum sa production de biogaz et de biométhane, d'éviter les pannes, d'éviter les périodes où ça marche moins bien, et quelque part, on améliore significativement la rentabilité. Mais encore une fois, il faut savoir dépenser. Moi, c'est aussi le message que j'avais envie de transmettre aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir dépenser en amont pour derrière exploiter sereinement et correctement les sites. C'est pas simple à exploiter. Moi, j'entends encore trop souvent des gens qui disent « c'est bon, on fera ça à côté de la ferme, on trouvera bien une heure par-ci, par-là ». Je pense qu'on a des process industriels entre les mains, il faut se donner les moyens de les exploiter et il ne faut pas sous-estimer tout ça. Merci. On a une question qui est arrivée d'un participant qui nous dit question, vous n'avez pas de financement bancaire senior sur votre projet ? Point d'interrogation. Vous n'avez pas de financement bancaire ? De financement bancaire senior sur votre projet ? Non. En fait, le montage financier, finalement, sur Métamoly, c'est, juste peut-être le rappeler, qui est autour de la table ? Oui, je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation. Ouais. Donc, un groupe d'agriculteurs qui détient 51% du capital. Derrière, 4 autres actionnaires qui se partagent le reste du capital, que sont Énergie Partagée Investissement, on en a parlé tout à l'heure, Engie Suez Méta Biodéveloppement, la joint venture qui existe entre Engie et Suez, la SEM Soleil, donc émanation d'un syndicat d'énergie de la Loire, et enfin le FONSE de la région Rhône-Alpes. Le fonds régional, oui. Voilà. Et derrière, on a une banque, ou en tout cas 3 caisses régionales d'une banque qui ont financé la dette qu'on a été levée, à côté des fonds propres qu'on a pu amener tous au prorata de notre capital. Est-ce que ça répond à votre question, Amaury ? Je pense. Bon, s'il y a besoin de complément. Ouais, okay. Donc, il y a un financement bancaire. Oui, tout à fait. Oui. Vous pensiez qu'on avait tout autofinancé. Vous auriez pu être en full equity, exactement. Oui. Ah. Non, on a bien, avec 3 caisses régionales d'une banque qui nous ont suivis à une époque où les projets en injection, la méthanisation, et notamment de la méthanisation qui traitait des biodéchets, n'étaient pas forcément toujours très connus. Donc, voilà, ça n'a pas toujours été simple, mais en tout cas, on est arrivé à un compromis acceptable. Vous êtes à quel niveau de levier, globalement ? Non, je ne rentrerai pas dans ces détails. Mais on était une époque où la filière avait encore besoin de faire ses preuves, notamment sur des projets territoriaux en zone industrielle avec des biodéchets. Donc voilà, on nous a bien suivis, mais je pense que les projets d'après ont été encore mieux suivis. Ok, merci. Maintenant, ça redevient peut-être un peu plus compliqué. Voilà. Je finis juste sur les leviers qui ont été abordés par Jérémy tout à l'heure. Nous, il y a quelque chose aussi qu'on a mis en place dans la maintenance. Il y avait une remarque d'un participant, c'est pour ça que je rebondis dessus, sur le curage. Nous, par exemple, on a acté dès le départ qu'on curait nos digesteurs tous les 3 ans. Et on a intégré ça dans notre business plan, une somme pour se dire on cure tous les 3 ans. On l'a fait ce printemps. On est ravis de l'avoir fait au bout de 3 ans et de ne pas avoir attendu, parce que on traite aussi des biodéchets et des effluents d'élevage, même si on a beaucoup de pièges en amont et qu'on a une veille particulière sur piéger tous les indésirables en amont. On a trouvé du sable dans notre digesteur, on a trouvé 1 mètre de sable au bout de 3 ans, mais ça c'est logique, ça vient des lisiers, ça vient des fumiers, ça vient de toutes ces matières qui peuvent être en contact avec le sol à un moment donné. Nous,
ces 3 ans, c'est le bon temps. Alors, il faut voir aussi en fonction des sites, mais imaginez quand vous avez un digesteur, vous avez 6 mètres de matière, quand au bout de 3 ans, vous avez déjà 1 mètre de matière qui n'existe plus, puisque c'est du sable qui la remplace, la capacité de digestion, le potentiel de production de votre unité, il est sévèrement impacté. On a curé, on a vidé, en plus ça va vite parce que c'est des petites quantités, donc on fait ça en moins d'une semaine. On a un stockage avec un gazomètre, donc notre matière, en fait, on ne fait que la passer dans le stockage, on maintient notre biologie et on repart derrière en moins de 10 jours, parce que derrière, la biologie a été préservée. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi anticiper énormément les grosses maintenances, ou en tout cas les grosses interventions. Je prends l'exemple du curage, mais il y en a d'autres, mais je trouve que le curage, c'est très parlant. Pas avoir peur de tous les ans peut-être mettre un peu d'argent là-dessus, pas attendre 5 ans ou 10 ans comme certains ont pu le faire, et puis là, c'est pas 1 mètre qu'il y a dedans, c'est 3 mètres, donc c'est beaucoup plus compliqué. On casse aussi des agitateurs, on met beaucoup de temps à faire la manip, donc on perd en biologie, on perd en prod. C'est un métier, il faut anticiper énormément. Nous, on n'a que 3 ans d'expérience. On a des collègues qui en ont beaucoup plus. Je pense à certains qui injectent depuis 5-6 ans maintenant, qui sont des gens aussi vers qui on se tourne pour continuer de se former, parce que je pense que c'est un métier où on part un peu de zéro. Donc, il faut aller voir les copains qui, eux, tournent depuis longtemps. Ils ont beaucoup à nous apprendre, puis on a beaucoup à s'apprendre. Mais voilà, aujourd'hui, nous, au bout de 3 ans, on se dit l'exploitation, c'est un vrai sujet et c'est un levier. Après, c'est gourmand main-d'œuvre, donc attention de ne pas se tromper non plus sur les leviers de la filière. Moi, je pense qu'on a une baisse de tarifs en vue. N'essayons pas de réduire les capex peau de chagrin, parce qu'on aura derrière d'autres problématiques. Je pense que les sites doivent être bien dimensionnés avec des bons équipements, donc ça coûte. La main-d'œuvre, ça coûte aussi. Moi, je pense que, et puis c'est peut-être là-dessus, je terminerai parce que je ne vais pas monopoliser la parole, mais moi, ce que j'avais envie de dire au groupe, mais je pense que la majorité des gens qui sont là aujourd'hui le pensent aussi, c'est qu'il faut qu'on donne à notre filière un nouveau modèle économique. Il faut optimiser, effectivement. Il faut essayer de travailler avec des équipements qui coûtent un peu moins cher au début, mais il faut surtout donner un autre modèle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas baser l'économie de nos sites de méta uniquement sur la vente de biométhane comme on peut le faire aujourd'hui. Parce que c'est des sites qui ont énormément d'externalités positives pour les territoires, pour l'agriculture, pour l'autonomie énergétique, pour le traitement des déchets. Moi, je ne vais pas tout donner, ce n'est pas le but du webinaire, mais quand même, moi, j'ai envie d'en parler. Je pense qu'il faut que ça fasse chemin dans les têtes de tout le monde. C'est demain, si on veut que les sites continuent à vivre, trouvent de la rentabilité et que certains continuent à se développer sur des territoires où il n'y en a encore pas, parce qu'il ne faut pas non plus en mettre tous les 2 kilomètres parce qu'il y aura des problèmes de gisement, donc il faut qu'on soit cohérent aussi. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait encore des projets qui se développent, et pour ça, si le tarif du gaz baisse, ok, trouvons un autre modèle, monnayons les externalités positives et essayons de ne pas rester butés sur uniquement baissons les OPEX, baissons les CAPEX. Que nous, exploitants, baisser les OPEX, il y a un moment donné, on n'y arrivera plus, et je pense qu'on est déjà rendu parce qu'on les a déjà optimisés et ça coûte à exploiter. Donc, voyons d'autres leviers. Voilà, ça c'était mon point de vue d'exploitant pour la suite. Merci en tout cas pour cette conclusion et cette ouverture à la discussion. Je sais que vous avez une contrainte, donc on va peut-être vous laisser finir. J'ai encore quelques minutes pour des questions. S'il y a 2-3 questions, il n'y a pas de problème. Ok, ça marche. Je propose qu'on se prend quelques minutes parmi les participants. Si vous avez des questions à Loïs, à Jérémy, des points particuliers, je vous propose de le faire en live, de vive voix. Donc n'hésitez pas à lever la main. Levez la main, allez-y. Vous avez la parole. En attendant, je prends le commentaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. À notre sens, le curage des digesteurs devrait effectivement être pris en compte tous les 3-5 ans et non tous les 7 ans. En région Auvergne-Rhône-Alpes, les retours terrain montrent une majorité de curage dans les 5 premières années, souvent pas anticipée ni par les exploitants ni dans les études. Donc ça confirme effectivement les propos. Oui, effectivement, Guillaume, Auvergne-Rhône-Alpes, énergie, environnement, aura le commentaire. Est-ce que vous avez des questions?
des questions complémentaires, des réactions sur ce webinaire. Donc, pour rappel, on vous envoie l'enregistrement, on vous enverra les slides qu'on mettra à jour avec les commentaires et les légendes. Oui, une question de... Allez-y. Hélène d'AMF. Bonjour Hélène. Donc ma question, c'est ces leviers me paraissent relativement modestes au regard de la baisse de tarifs qui est de -4 à -18% selon les types d'intrants et les tranches de puissance. Voilà, ça me semble pas être dans les mêmes proportions. Et après, je rejoins Monsieur Klein. Effectivement, on va monétariser des externalités positives, mais ce n'est peu ou pas encore le cas aujourd'hui. Donc, dans quel délai, quels sont les délais à laquelle on peut espérer quand même retrouver de la rentabilité significative sur les projets? Jérémy, tu te lances? Oui, bah, effectivement, là, on a tous pris un bon coup avec la baisse des tarifs d'achat. Effectivement, et je souscris à l'analyse de la baisse qui est importante. Et pour autant, on a mené cette étude dans ce contexte-là. Et donc, bien en prenant en compte ces projections tarifaires, notamment sur le scénario 100% CIF, qui est celui qui souffre le plus de cette baisse tarifaire. Donc, effectivement, ils sont à la fois modestes, parce qu'on peut en imaginer peut-être d'autres, notamment peut-être qui induisent peut-être plus de rupture. Pour autant, on voit déjà que certains leviers, quand on parle de revoir le dimensionnement, déclenche beaucoup de passion et beaucoup d'échanges parce que ça veut dire qu'on remet en cause d'autres stratégies d'exploitants. Donc il y a certains leviers qui sont finalement peut-être pas si modestes que ça, en ce sens qu'ils amènent à repenser vraiment le dimensionnement global de l'installation. Et il faut en activer plusieurs. C'est surtout le bouquet en fait qui fait qu'on n'a pas une solution unique. C'est pas le bio-CO2 qui va sauver la filière, c'est pas le label bas carbone, etc. C'est un ensemble de démarches de valorisation des externalités et de révision de la conception qui nous permettra de trouver une porte de sortie. Ouais. Puis après, peut-être dans ta question, Hélène, il y a aussi finalement, c'est quoi une bonne rentabilité, quoi. Voilà. Mais bon. Une autre question, remarque, commentaire ou par rapport à ces échanges du matin? Oui. Moi, j'avais une autre question. On n'a pas trop parlé des leviers pour l'approvisionnement. On sait qu'il y a certaines matières dont le prix a augmenté très fortement. Je pense notamment à la glycérine. Est-ce que vous avez identifié des leviers d'optimisation? Vous avez parlé d'achats groupés pour l'électricité, mais ça peut être aussi le cas de consommables comme les intrants. Oui, c'est tout à fait vrai, oui. Dans un territoire où malgré le fait qu'on est à peine 1000 méthaniseurs, on a déjà des tensions très très fortes sur certaines rations pour la glycérine, pour les déchets de céréales, pour diverses ressources qui sont déjà très concurrentielles. Plus on mutualise, plus on a une approche macro à une échelle même départementale pour éviter les concurrences stériles, mieux c'est. Et clairement, le recours à des biodéchets dans la logique aussi d'une obligation de tri qui va arriver très très vite et clairement une voie d'optimisation, mais qui va décider de nouveaux métiers, de rentrer dans un nouveau savoir-faire. Mais c'est clairement au niveau financier un moyen d'optimiser les rations, de passer de matières qui coûtent à produire à des matières pour lesquelles on peut être même rémunéré pour le traitement. Voilà, mais en posant des questions réglementaires derrière, des questions de compatibilité avec la bio et autres qui ne sont pas neutres. Donc oui, mutualisons le plus possible les réflexions sur les intrants et puis veillons à diversifier si on peut les rations vers ces biodéchets, mais voilà, en prenant bien en compte les contraintes induites. Ouais. Une dernière remarque. Si je peux me permettre de compléter la réponse de Jérémy, c'est que sur les biodéchets, effectivement, c'est une source intéressante pour demain. Je rejoins le participant qui parle de la tension sur les intrants. Ça va devenir problématique, mais les biodéchets, effectivement, pourquoi pas? C'est une piste intéressante, mais attention, en termes de CAPEX et d'OPEX, c'est pas là qu'on va améliorer les chiffres. Traiter des biodéchets, nous on en traite depuis 3 ans. Depuis le début, on a un bâtiment de réception, on a des biofiltres, on a des surcoûts de CAPEX qui sont quand même importants. Ça nécessite aussi un suivi et de la main-d'œuvre encore
présente sur site pour réceptionner, pour contrôler, etc. Donc, c'est pas si simple que ça, et faisons attention aussi dans la filière à parler trop vite sur les solutions, prenez le temps de les analyser. Et un exploitant, il ne faut pas qu'il pense qu'il va sauver la rentabilité de son site parce que dans 2023, il va traiter des biodéchets à la source. Il y a aussi des investissements à réaliser, il y a aussi un mode de fonctionnement à revoir. Donc, voilà, il faut qu'on fasse attention aussi aux raccourcis sur les intrants, mais en tout cas, je rejoins le participant qui dit que ça se tend et que la problématique de prix va devenir une vraie problématique dans notre filière. D'où l'importance de bien sécuriser le gisement dans la phase portage de projet. Voilà. Et après, je rejoins Loïs aussi quand vous dites que c'est important d'avoir de la main-d'œuvre compétente, qualifiée, formée, d'avoir des bons exploitants sur le site. On rejoint votre remarque. Et vous parlez de sécurisation du gisement, mais les contrats sur les durées d'exploitation de l'ordre de 15 ans sur la durée de tarif, on a des contrats d'approvisionnement qui sont très variables. Donc, le gisement peut être sécurisé à l'instant T au début d'exploitation, mais ensuite, il y a un vrai risque sur la sécurisation à long terme, d'où la nécessité d'être lucide et de prévoir des plans B. Ok. Mais tout dépend du secteur dans lequel on se trouve. Hein. Il n'y a pas le même niveau de tension dans le Grand Est et Hauts-de-France que dans d'autres régions de France. Une dernière question, un complément, un commentaire, parce que je sais que vous avez tous vos contraintes de fin de matinée. Ou sinon, on va s'en arrêter là. Je vous propose qu'on s'en arrête là. En tout cas, merci à Jérémy, merci à Loïs. On vous envoie l'enregistrement, on vous envoie les supports qu'on complétera suite à vos remarques. L'idée vraiment, c'est de dire, voilà, cette étude a été faite, on la met en partage. Elle mérite d'être challengée, d'être enrichie. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, finalement, les règles changent, les mécanismes tarifaires changent. Pour autant, l'idée, c'est de se dire, il faut demain aborder peut-être les projets un peu autrement, un peu différemment. Et on a sous la main un certain nombre de leviers. À vous de les challenger. Merci en tout cas à tous et puis je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.